Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crime qui a eu lieu aux États-Unis au début des années 70 à Stanford, en Californie. C'est une jeune femme de 19 ans, une jeune femme bien sous tout rapport, une jeune femme vraiment avec une vie bien lisse qui a été assassinée et elle habite à Stanford depuis seulement 8 semaines. Donc on va se poser la question de qui pourrait lui vouloir du mal dans une ville où elle ne connaît finalement personne. Donc la victime, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle Arliss Perry, elle a 19 ans, elle a grandi à Bismarck, au Dakota, dans le Dakota du Nord, où elle va rencontrer Bruce Perry, qui va devenir son mari. Ils se sont mariés donc quelques mois avant qu'elle décède, ils se sont mariés en août 1974. C'est son amour d'enfance, hein. Ils se connaissent depuis la petite école, ils se sont toujours fréquentés, ou en tout cas comme des copains, et une année un petit peu avant leur mariage, ils se sont mis ensemble. Elle savait que Bruce voulait partir faire ses études à Stanford. Stanford, c'est à 1500 km de la ville du Dakota du Nord, de Bismarck, où elle vivait. Donc elle sait qu'elle va devoir vivre une relation à distance. C'est ce qu'ils ont fait au début, hein. Ils se sont écrits parce qu'on est en 1970, enfin au début des années 70, donc il n'y avait pas de chat, pas de WhatsApp, donc ils s'écrivaient des petites lettres et au bout d'un moment, ça a pesé sur le couple, elle en avait marre, lui aussi, donc ils se décident de se marier pour pouvoir vivre ensemble parce que j'imagine qu'au début des années 70, on pouvait peut-être pas vivre ensemble sans être mariés dans leur famille. Lui, Bruce, donc son mari, c'est un excellent élève, on dit un peu de lui que c'est un peu un rat de bibliothèque, donc il bosse beaucoup, c'est un sportif, un athlète, il a battu des records dans des disciplines, alors là je saurais pas vous dire exactement dans quelle discipline, mais voilà, c'est un sportif, ils sont tous les deux plutôt conservateurs, religieux, donc vraiment un couple bien sous tout rapport, sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, pendant une année, ils vont vivre une relation à distance en s'écrivant des lettres, mais elle, au bout d'un moment, elle a envie d'aller le rejoindre, donc c'est le 17 août 1974 qu'ils vont s'unir et elle va ensuite aller le rejoindre à Stanford. Ils vont prendre un petit appartement ensemble. Au début, elle va avoir une sorte de vie de femme au foyer, donc en fait, elle va s'occuper de son intérieur. Elle va attendre que Bruce rentre de ses cours, mais finalement, ça lui fait quand même des très longues journées, d'autant plus qu'elle ne connaît personne sur place. Donc, elle va se chercher un petit emploi et elle va trouver un job de réceptionniste dans un cabinet d'avocat. Lui, il rentre tard, donc Bruce, parce qu'en fait, il fait des recherches. Donc du coup, il est très intéressé par ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait. Donc il passe beaucoup de temps à l'uni et bah elle, comme je vous l'ai dit, elle est un peu toute seule. Elle dira même à sa famille qu'elle hésite parfois à aller frapper aux portes des gens pour demander s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche un ami, qui cherche quelqu'un avec qui discuter. Parce elle est vraiment désespérée. Elle aimerait vraiment trouver quelqu'un avec qui échanger, avec qui pouvoir aller à l'église, par exemple. Donc c'est vers l'église qu'elle va beaucoup se retourner. Une chose qu'on peut dire sur la Californie pour Arliss, elle est pas très bien, elle est un peu seule, hein, donc elle s'en est confiée à sa famille, elle s'en est confiée à ses amis du Dakota du Nord. Par contre, elle adore le climat. C'est clair que la Californie, bah, il fait beau, il fait chaud, il y a des surfeurs. Donc, en tout cas, on peut dire qu'elle s'y sent bien et que, bah, elle a en tout cas la volonté de trouver des amis et de rester là-bas et de partager sa vie là-bas avec Bruce. On sait que le soir du meurtre, tous les deux se sont rejoints sur le campus de Stanford pour faire un petit bout de marche ensemble. Lui rentrait donc de ses recherches et elle rentrait de l'église. Donc ils se sont retrouvés sur le campus pour faire le dernier kilomètre qui les mène à leur appartement. Sauf qu'en fait, ils vont avoir la dispute stupide entre couples. Je pense qu'on a tous vécu ça. Eux, ils vont s'engueuler pour la pression des pneus. Alors, je sais plus exactement quel est où est-ce que ça a démarré, est-ce qu'elle n'était pas allée faire, est-ce qu'il devait aller faire, enfin bref, toujours est-il que la pression des pneus leur a causé une dispute de couple, et en fait, Arliss, elle lui dit, bah écoute, je vais rentrer tranquillement, je vais aller à l'église un petit moment, parce qu'elle en est tout près, je vais aller baisser un petit peu la pression, rentre seulement à pied, je te rejoins plus tard à la maison. Donc c'est ce qu'il va faire Bruce, il va rentrer à la maison en attendant que sa femme revienne.
Il y a vraiment pas lieu de s'inquiéter pour Bruce, hein. La maison est à 1 kilomètre, l'église, elle était juste à côté de l'endroit où ils se sont séparés. Donc vraiment, il rentre sans se poser de ces questions. Je pense qu'il imagine même pas qu'il puisse arriver quelque chose de grave à sa femme. Donc il va rentrer à la maison, il va attendre un petit moment et ne voyant pas sa femme arriver, il décide de sortir pour aller à sa rencontre. Il va dehors, donc il fait le kilomètre qui va le mener à l'endroit où ils se sont séparés un petit peu plus tôt dans la soirée, et il ne la retrouve pas. Là, il va commencer à se faire du souci parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, de une, elle peut pas être allée chez une amie, boire un café, parler un petit peu, se détendre et autres, parce qu'elle n'a pas d'amis en Californie. Elle a personne à qui elle se confie. Ensuite, c'est pas le style, je crois que c'était un soir de match, c'est pas le style tout à coup aller faire la fête pour fêter une victoire ou à se faire inviter pour aller boire des verres. Ou en tout cas, accepter d'aller boire des verres comme ça. C'est quelqu'un d'assez conservateur, comme je vous l'ai dit, donc Bruce, il se dit pas, tiens, elle a pu tout à coup rencontrer quelqu'un et aller boire un verre. C'est pas du tout son style. Donc là, il va commencer à se faire passablement de soucis. Il va retourner à l'église, il va tenter de rentrer dans l'église. Malheureusement, la porte de l'église ferme à minuit. Donc, il pourra pas rentrer dans l'église. Il va ensuite recadrer un petit peu l'endroit et il va retourner à la maison en se disant, bon, je l'ai peut-être loupée sur le trajet, elle est peut-être rentrée à la maison et elle m'attend. Malheureusement, quand il arrive à la maison, il n'y a personne, si bien qu'il va retourner dans le centre, il va à nouveau quadriller la zone, il va essayer de la retrouver. J'imagine qu'il croise des gens à qui il demande si quelqu'un a vu sa femme. Et aux alentours de 3 heures du matin, il va se décider, non, il va appeler la police pour signaler la disparition de sa femme. La personne qui prend le téléphone comprend bien la douleur de Bruce, donc elle va tenter de l'aider. Bruce va lui dire au téléphone qu'il pense que sa femme s'est peut-être endormie dans l'église, que les portes ont été fermées, puis que finalement elle est simplement en train de dormir. Donc le policier ou la policière qui lui répond va ensuite le mettre en communication avec le concierge de l'église qui s'appelle Stephen Crawford, et lui il va lui dire, écoutez, moi à 2 heures du matin j'ai fait un tour, toutes les portes étaient fermées, aucun problème, aucun souci. Voilà, moi je ferme à minuit et en plus j'ai refait un tour à 2 heures du matin. Donc de là, Bruce laisse un petit peu tomber la piste de l'église. C'est le lendemain matin, vers 5h30 du matin, que le corps va être découvert par Stephen Crawford, donc le concierge de l'église. Il va dire ceci, il va dire que quand il est repassé devant l'église, aux alentours donc de 5h30, il a vu une des portes latérales qui a été forcée, défoncée depuis l'intérieur. Donc il s'est fait du souci, c'est le concierge de l'église, donc qu'il est rentré dans l'église. Tout de suite, il voit rien, mais assez rapidement, il va voir le corps d'Arliss qui est à terre, à moitié nu, dans une mise en scène assez macabre, avec une bougie au milieu des deux seins, avec une bougie qui a été mise dans son vagin. Je suis désolée pour ces détails vraiment dégueulasses, mais voilà, en tout cas il y a toute une mise en scène qui a été faite. Elle a les bras en croix sauf erreur, enfin voilà, le corps est vraiment dans un sale état et a été mis dans une scène vraiment morbide. La jeune femme a vraiment vécu l'enfer. Elle a été battue, étranglée, on lui a introduit un pic à glace dans le crâne. Donc c'est dire, ça ressemble vraiment à un rituel satanique. Et en fait, on est dans les années 70 et aux États-Unis, à cette période-là, il y a une véritable je sais pas comment vous dire, il y a une véritable peur des rituels sataniques. Il y a plein d'histoires, d'ailleurs, vous pouvez regarder, où on a pensé qu'il y avait des rituels sataniques qui se cachaient derrière certains meurtres. La police va ensuite venir sur place pour faire les premières constatations et déclarer que ce dimanche, le culte ne se passera pas à l'église de Stanford, donc l'église est fermée et le culte se passera dans une autre église. Comme dans à peu près toutes les histoires de meurtre, c'est d'abord l'entourage qui va être passé au crible. Donc le premier suspect de cette affaire, ça va être Bruce Perry, puisque elle a pas d'amis sur place et que c'est le dernier à l'avoir vue vivante finalement. Donc la police va se diriger vers l'appartement de Bruce pour procéder à un premier interrogatoire. Quand la police va arriver, tenez-vous bien, Bruce leur ouvre couvert de sang. Alors là, c'est clair, net et précis que pour la police, ils ont le coupable. Donc c'est vrai que ça paraît assez presque comme dans un film. Sauf que non, en fait,
Bruce Perry, il a des problèmes, il saigne énormément. En fait, il a le nez qui peut couler avec beaucoup de sang. Donc le sang qu'on retrouve sur lui, c'est son propre sang. Donc pas de souci, ce n'est pas lui qui est rentré et qui ouvre à la police couvert du sang de sa femme qui viendrait de tuer. Ce qui va être mis en place pour tenter de retrouver des preuves, c'est le détecteur de mensonges. Donc je vous rappelle encore une fois qu'on est en 1974 et qu'en 1974, le détecteur de mensonges pouvait faire office de preuve. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on croyait. Donc lui, il va passer très très bien cette épreuve du détecteur de mensonges. Les premières constatations de l'enquête vont tout de suite mener les policiers vers un crime à caractère sexuel, quand bien même la victime n'a pas été violée. Pourquoi on va se diriger plutôt vers un crime à caractère sexuel? Parce que la police va retrouver des coussins d'église avec des traces de sperme, ce qui va laisser penser effectivement à un crime à caractère sexuel. On va retrouver une empreinte de paume de main sur la bougie qui se trouve qui a été introduite dans la pauvre Arliss, et il y a donc une paume de main. On va vouloir la comparer à Stephen Crawford, qui donc est le concierge qui a découvert le corps, mais cette empreinte ne correspond pas à l'empreinte de paume de Stephen. En tout cas, cette empreinte, elle va beaucoup intéresser les enquêteurs, et pour eux, ça reste un des éléments les plus importants qui a été découvert. On est en 74, donc autant vous dire que l'ADN et autres, faut totalement oublier. Le médecin qui va procéder à l'autopsie va déterminer l'heure de la mort aux environs de minuit. Là, ça va laisser vraiment beaucoup de peine à Bruce, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est que probablement, au moment où les portes de l'église ont été fermées, peut-être que sa femme était déjà retenue et qu'en fait, elle pouvait pas parler, elle était peut-être bâillonnée ou autre, et que elle est morte entre minuit et 2h du matin, quand le Stephen Crawford, le concierge, est revenu faire une ronde. On va faire un service commémoratif pour Arliss quelques jours après son décès. On est là le 15 octobre 1975 dans l'église de Stanford, donc là où elle a été trouvée morte, en présence donc de Bruce, de sa famille et des amis de la famille. Lors de la commémoration, il y a un collègue d'Arliss qui va être très très surpris de voir Bruce. Alors, il faut que je vous explique ça, parce qu'en fait, Arliss, elle travaillait depuis pas très longtemps dans ce bureau d'avocat, et son collègue avait vu quelqu'un, un jeune homme qui était venu et qui avait parlé pendant un bon quart d'heure, voire une bonne demi-heure avec Arliss. C'était un jeune homme qui l'a décrit au style un peu californien, donc blond, surfeur californien, voilà comment il l'avait décrit. Et c'est pas du tout le profil de Bruce. Donc là, il va être étonné de voir Bruce, il va être étonné que Bruce soit en fait le mari d'Arliss. Donc cette visite-là, elle avait été faite le 11 octobre, donc vraiment la veille de sa mort, vu qu'elle est morte le 12. On saura jamais finalement qui était ce jeune homme, mais c'était peut-être quelqu'un qu'elle avait rencontré comme ça, par hasard. C'est probablement pas du tout une amourette, il y a probablement rien du tout avec ça. On peut très bien rencontrer quelqu'un et tout à coup discuter une quinzaine de minutes, on peut le revoir à son travail et discuter une quinzaine de minutes sans qu'il y ait d'arrière-pensée avec lui. En tous les cas, cette personne-là ne semble pas liée au meurtre d'Arliss. Le 18, donc 3 jours après le service commémoratif qui a été fait en Californie, le corps est rapatrié au Dakota, et la famille va pouvoir procéder à l'enterrement, elle va pouvoir gentiment lui dire au revoir. Détail assez triste, c'est que cet enterrement aura lieu dans l'église où ils viennent de se marier il y a à peine quelques mois. Donc je pense que pour Bruce, pour ses amis et autres, c'est vraiment très très triste. Faut savoir que la police n'a pas donné tous les détails du meurtre. Donc ce que je vous ai dit sur les bougies et autres, les familles, la famille en tout cas d'Arliss et la famille de Bruce ne connaissent pas ces détails. Ce qui peut-être somme toute peut-être pas plus mal, pour éviter de se refaire des images et autres, et puis de revivre ce moment qui doit être vraiment affreux. Le soir d'Halloween, donc le 31 octobre de la même année, il y a des petits malins qui vont aller voler la pierre tombale d'Arliss Perry. Alors c'est vraiment, déjà c'est vraiment dégueulasse, c'est dégueulasse pour la famille, enfin voilà. Sauf que ce fait va donner l'idée aux gens et aux enquêteurs que peut-être le tueur venait du Dakota du Nord, puisque cette pierre tombale a été volée dans le cimetière où elle repose au Dakota du Nord. Donc les gens vont peut-être se dire que effectivement il y a une idée que quelqu'un, un ami qui était de là, peut-être un probable amant, serait venu en Californie
pour le tuer et qu'il aurait ensuite volé sa pierre tombale. Alors je vous ai parlé du satanisme, alors effectivement les parents de Bruce vont, alors je sais pas si c'est volontairement ou involontairement, lancer la rumeur comme quoi Arliss faisait partie d'un groupe sataniste. Alors, pour en revenir à la théorie sataniste, c'est clair, net et précis que on peut pas nier que le meurtre a un caractère religieux. Ça se passe dans une église, il y a une mise en scène avec le corps, il y a des bougies qui ont été mises sur le corps. Donc oui, effectivement, il y a un caractère rituel, mais on peut pas directement partir sur du satanisme ou sur quelque chose de religieux. Je pense que c'est peut-être aussi une façon de détourner l'attention. Alors Bruce, lui, il va continuer sa vie, hein. C'est sûr qu'au début c'est pas facile, mais il va faire une carrière, il va devenir un grand spécialiste de la santé mentale chez les enfants. Il a entre autres aidé les enfants qui avaient été victimes de la bombe d'Oklahoma City, les enfants qui avaient été victimes dans le massacre de Waco. Il est très connu, hein. Il a participé à des émissions de télévision, il a écrit des livres et il s'est marié et il a eu des enfants plus tard. Alors lui, il a quand même fait pas mal de temps office de suspect et il a été totalement blanchi par la suite. Il y avait en fait deux suspects dans cette affaire, le mari et la personne qui avait découvert le corps. 1992, Stephen Crawford, vous vous en souvenez, c'est le concierge de l'église, il va être arrêté parce que il travaille plus à Stanford mais il continue de se servir là-bas, donc il vole des quantités de choses sur le campus de Stanford et il va donc être arrêté et sauf erreur incarcéré. Ce Stephen Crawford, lui, il avait été engagé en 1971 comme agent de police et il avait donc le droit de porter une arme suite à une espèce de changement de nomination, de changement de dénomination des postes, et si bien qu'en fait il a un petit peu gradé grâce à ça et qu'il pouvait porter une arme et qu'il est devenu gardien de sécurité sur le campus. Comme je vous l'ai dit, Crawford, il a toujours été sur la liste des suspects, même en 92, quand il a été mis en examen, les policiers ont tenté de lui parler un petit peu du meurtre d'Arliss, mais puisqu'il parlait pas, qu'il n'y avait pas vraiment de preuves, ils ont laissé aller un petit peu cette histoire. Grâce aux nouvelles techniques ADN, les enquêteurs vont, aux alentours de 2018, se repencher sur cette affaire et refaire des tests sur ce qui avait été trouvé. Les personnes qui vont faire les tests seront assez formelles. La personne qui a découvert le corps est probablement la personne qui l'a tué. Du coup, tous les regards se retournent vers Stephen Crawford et la police désire à ce moment-là avoir un entretien avec lui, pouvoir essayer de lui sortir un petit peu les verres du nez, en tout cas le faire parler. Donc la police va aller à l'appartement de Stephen Crawford pour pouvoir l'interroger. Et là, on est le 28 juin 2018, mais lui, il est armé et il sait que la police, enfin quand la police est là, il sait très bien pourquoi ils sont là. Donc il va pas laisser les policiers rentrer et il va se tirer une balle. La police travaille toujours sur ce cas, donc Stephen Crawford s'est tiré une balle, il est mort, mais la police se pose la question si Stephen Crawford n'aurait pas tué d'autres femmes dans les années 70 ou dans les années 80 ou même après. Donc là, je peux pas vous en dire plus parce que mon affaire, elle s'arrête ici. Le meurtre d'Arliss Perry est maintenant résolu. On sait que c'est Stephen Crawford qui l'a assassiné dans l'église. Et Bruce Perry peut maintenant, et la famille d'Arliss, peuvent gentiment faire leur deuil. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Je travaille sur plein d'autres histoires, donc j'espère faire des vidéos beaucoup plus souvent. J'espère vous retrouver tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos propositions et autres dans les commentaires. Si je réponds pas tout de suite, je réponds quand même. Et à tout bientôt pour un nouveau crime et disparition.